Ça s'en vient. On va aller le retrouver à l'instant en avant-première de cette conférence-là. M. Chevrette, bon matin. Bon matin, vous aussi. Ben finalement, la retraite pour 2011, c'est une retraite officielle et complète, ou est-ce que vous avez encore quelques projets qui pourraient vous tenir là sous les feux de la rampe? Il y a quelques petits projets qui me sont offerts, mais je n'accepterai plus des contrats temps plein. Là. Écoutez, si je veux sortir debout et non à l'horizontale, il va falloir que je réfléchisse. J'ai 71 ans le 10 janvier, donc il faut que je ralentisse. M. Chevrette, ce passage-là au Conseil de l'industrie forestière, est-ce que ça vous aura permis de vous réaliser et puis de laisser des choses tangibles autrement que par votre passage en politique? Je pense que d'abord, j'avais rêvé finir dans le secteur privé et ça, mon rêve, ça a été réalisé. Je pense également que ça aura contribué d'abord à faire connaître le Conseil de l'industrie forestière. Vous savez qu'on était très méconnus. L'industrie n'était pas habituée de se défendre. L'industrie avait encaissé puis ne disait pas un mot. On s'est ramassé avec la pire crise qui a jamais connu l'industrie, une crise de 5 ans qui a commencé avec celle du bois d'œuvre aux États-Unis. Après ça, il y a eu une crise structurelle. Notre fibre est plus chère qu'ailleurs, donc on n'est pas compétitif. Puis après ça, il y a eu la crise, l'affaissement de la construction aux États-Unis. On est passé de 2,2 millions permis à 400 000 permis, imaginez-vous, catastrophe. Et puis, je pense qu'il y a une crise financière. On n'avait pas d'argent pour réinvestir, donc ça a été un maudit problème. Oui. Puis il y a une crise de perception. Ben, tout le monde pense qu'on est des tueurs d'arbres. Donc, il va falloir essayer de corriger tout ça. Je pense pas avoir réussi, je suis pas prétentieux, à avoir le correctif à tout ça, mais au moins j'ai amené des éléments nouveaux. Ouais. On a l'impression, M. Chevrette, pas l'impression, quand même, la certitude, là, à moins que vous prétendiez le contraire, que dans l'industrie forestière, il y a quelques entreprises qui ont réussi à s'en sortir convenablement. Il y en a d'autres qui ont maintenu là, les entreprises puis les emplois à flot de peine et de misère. Il y en a qui ont coulé à pic dans cette aventure-là, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'en sortir véritablement. La roue se remet pas à tourner comme on le souhaiterait, en tout cas. Exactement, et c'est pour ça que j'ai mis sur pied l'été passé un comité. Un comité composé non seulement d'industriels, mais des gens de la recherche, des gens de l'université, des gens du conseil d'industriel, le CRIC qu'on appelle la recherche industrielle. Et on a arrivé à faire adopter une réorientation de l'industrie. Il faut absolument qu'on améliore notre panier de produits, et c'est un peu ce que je vais aller présenter devant la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, une nouvelle vision, et on espère que le gouvernement partagera cette vision et embarquera avec nous, parce que je pense qu'il faut diversifier maintenant nos produits si on veut demeurer un moteur économique pour les régions ressources. M. Chevrette, de quelle manière l'industrie forestière peut-elle se remettre en marche sans la reprise économique américaine? Est-ce que c'est tellement lié que quand on regarde le soir les prévisions économiques, quand on regarde les résultats de la bourse, quand on regarde le taux de chômage aux États-Unis, est-ce que ça, c'est assez pour nous donner une appréciation des faits par rapport à la situation forestière? Vous comprenez ce que je veux dire? En d'autres mots, s'il n'y a pas de signe encourageant du côté des États-Unis au niveau de la reprise de la construction, oublions ça au Canada, au Québec, il ne se passera rien de plus. Vous avez raison en grande partie, parce que c'est évident qu'à court terme, on ne peut pas changer nos produits de même pour les exporter ailleurs. Ça, c'est clair. Par contre, il se fait des percées en Asie présentement. Je pense qu'on est en train de plaider et qu'on devrait gagner. Le bon sens d'arriver là, à ce que l'État autorise la construction en bois dans les édifices publics, dans les commerces et dans l'industriel. Ça créerait un marché interne. Je pense qu'à court terme, vous avez entièrement raison, mais qu'à moyen et long terme, l'industrie va rebondir, et va rebondir très fort si on est véritablement aligné avec l'État. Ouais. Monsieur Chevrette, les constructions en bois, là, au niveau des grands édifices, des grandes constructions, est-ce que vous croyez vraiment à ça, ou est-ce que c'est pas simplement l'illusion que ça pourrait apporter quelque chose, alors qu'en réalité, ce sera une goutte d'eau dans l'océan? C'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau tellement importante. Contrairement à ce que les gens disent, vous savez que les gros beams de bois, là, c'est plus résistant au feu que l'acier qui plie immédiatement, qui s'effondre. On a peur de dire les choses, d'appeler un chat un chat.
C'est beau en plus de ça, le bois. Allez voir le stade de Chauveau, le stade de soccer de Chauveau. Allez voir certains arénas qui ont été bâtis avec des colonnes en bois faites à chantier chez Bougamou. Ouais. C'est d'une beauté. Allez voir en Suède, les ponts sont faits en bois, croyez-le ou non. En Argentine, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on n'a pas fait ici parce qu'on a laissé aller on s'était laissé aller dans la tradition. On a été esclaves du marché américain, vous avez entièrement raison. Il faut sortir de ce merdier-là et il faut s'ouvrir à des marchés beaucoup plus alléchants, puis avec des produits à valeur ajoutée, et je suis convaincu qu'on va sortir fort. Ouais. Monsieur Chevrette, quand vous regardez le job que vous occupez encore jusqu'à maintenant, puis jusqu'à janvier 2011, puis que vous regardez la situation politique, la scène politique, tout ce qui se joue présentement au Québec, est-ce que vous vous considérez à toute fin pratique chanceux de pu être dans ce tourbillon politique-là qui semble nous mener absolument nulle part? Je vous répondrai maudit oui. C'est pas croyable. Je retournerai pas du tout en politique actuellement. C'est décourageant de voir aller ça. On marche par slogan, puis comme des golfeurs, on se mouille le doigt, puis on va dans le sens du vent. Au lieu de présenter à la population des projets de société qui se tiennent debout, des valeurs auxquelles on s'accroche. Là, on est des slogans. La santé d'abord, l'économie d'abord. Mais ils disent rien qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, je pense un peu à ça. Entre vous et moi, j'ai fait l'enquête Clich en 73. Donc, vous comprendrez que ce qui se passe actuellement, l'intégrité des hommes et des femmes politiques est mise en cause par une poignée d'individus, on n'ose pas trop les démasquer. Moi, je pense que je plains les politiciens présentement, parce que je considère que la grande majorité sont honnêtes. Mais malheureusement, avec une minorité agissante et contrôlante, on donne des contrats qui vaudraient au moins 30 à 40 % de moins que ce qui sont donnés parce qu'il y a de la collusion patronale. Ouais. Il y a du crime organisé infiltré dans ça. Les maires des municipalités commencent à s'en donner à cœur joie. Moi, je trouve ça effrayant. À votre avis, M. Chevrette, est-ce que c'est parce que c'est cyclique ou est-ce qu'on doit y voir du laxisme au niveau de l'administration publique, du laxisme au niveau des décisions à prendre qui ne se prennent pas, ou est-ce que, je le répète là, est-ce que c'est un cycle, parce que vous avez parlé de la commission Clich, entre autres, et qui a permis de faire un certain ménage, mais comme on a fait le ménage chez les motards avec Carcajou, est-ce qu'on risque pas, dans 20 ans, 25 ans, d'être obligé d'avoir un autre Carcajou qui va revenir faire le ménage, parce que c'est comme les saisons, ça revient? Je trouve ça intéressant, votre question, parce que le juge Clich avait déclaré à la fin de la commission, il faudra refaire des commissions à tous les 15 ans. Sachant que la société est de même. On lessive, on fait le ménage, on lave, mais ça se salit quelques années plus tard. Le problème, c'est qu'on a, parce que Clich, c'était quoi, dans les années 70? 73, oui. 73, donc on a passé 40 ans, là. Oui, mais les 25 premières années, on a eu la paix sur les chantiers. Le sticker FTQ ou CSN ou CSD n'avait plus d'importance. Les gars travaillaient ensemble, ils savaient que s'ils se tapaient dessus pour avoir le monopole syndical, c'était dangereux de se faire remarquer par la population. Mais on voit que là, c'est bien plus profond qu'à l'enquête Clich. L'enquête Clich est née suite au vandalisme à la baie James. Mais là, on sent très bien qu'il y a du crime organisé, du blanchiment d'argent, de la collusion entre employeurs qui dit, bon, là, c'est à ton tour, fais la soumission à 12 millions, même si ça nous en vaut 8, nous autres, on va soumissionner à 14-15. Ça, c'est du vol, c'est du crime structuré en système. Et moi, je pense que les fameuses élections clés en main dans les municipalités, ça fait des gens qui sont dépendants des firmes après, d'ingénieurs conseils. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un grand coup de portée, qu'on refasse un lavage à l'eau forte, au savon détergent le plus fort possible, puis on repartira pour un autre 25 ans. M. Chevrette, vous l'avez vécu, cette commission-là, au moment où vous étiez dans le monde syndical, c'est ça? Exact. Bon. Dans l'enseignement. Quand vous entendez tous les arguments qui se donnent présentement par le gouvernement du Québec pour aller vers l'enquête policière plutôt que vers une commission d'enquête, qu'est-ce que vous prenez là-dedans, puis qu'est-ce que vous rejetez? Ben moi, je pense que ça prend les deux. Je peux vous dire que si dans le crime, l'individu va arriver puis il va dire « je plaide coupable ». Bon.
Mais si ce gars-là est dépendant de 2-3 supérieurs bandits plus hauts que lui, on les attrapera pas avec la police. Parce que là, puis il y a plaidé coupable pour le crime. Je sais pas si vous saisissez. Oui. Alors qu'une commission d'enquête, tu peux gratter, tu peux fouiller, tu donnes tu t'obliges l'individu à venir. D'abord, tu peux lui accorder la sécurité, ce qu'on appelle l'immunité, le temps qu'il vient témoigner devant les commissaires, ça peut être à huis clos. On en apprend et on réussit à mettre sur la place publique le réseau complet, comment il fonctionne. Comme on avait fait à l'enquête. En fait, l'immunité dont nous parle M. Charest très souvent pour justifier le fait que les faire venir en commission, en fait, c'est de les avantager. Est-ce qu'on comprend bien si on décode que cette immunité-là, sur certains, sert tout simplement à les faire parler en toute immunité pour pouvoir poigner le plus gros? Exact, c'est ce qu'on cherchait. Ouais. On a même fait du huis clos entre vous et moi de nuit, parce que des individus avaient peur d'être vus pour venir devant nous. Je me souviens qu'on avait fait venir un entrepreneur, puis il avait témoigné de nuit. Il nous avait raconté, c'est ce qui nous a amené, par exemple, à Mirabel, à découvrir qu'il y avait un bonhomme là, qui se faisait payer une pièce de l'heure pour toute la machinerie lourde qui était sur les sites de Mirabel. Donc, il n'aurait jamais dit ça en public, il serait même pas venu. On l'a contraint de venir et il pleurait, il avait peur. Mais on a réussi à découvrir ça. Comme le Shylock, par exemple, au local 144, on a réussi à découvrir ça grâce à quoi? Grâce à un individu qui est venu, qui s'est mis à table. On a été allé en questionner un deuxième, puis un troisième. Et puis c'est de même qu'on a réussi à mettre à jour le réseau de fiers à bras qui était bien au-delà de l'étiquette syndicale. C'était une question d'argent qui était en dessous de ça. Ouais. Et moi, je pense que faudrait allier les deux. Et allier les deux, moi, cette fois-ci, je ferais un mandat sur la collusion entre patrons. La collusion patron-syndicat. Et je mettrais aussi le crime organisé. Ça, je suis convaincu que l'opération Marteau pour le crime organisé peut seconder une commission d'enquête solidement pour ça. M. Chevrette, merci. Ça a été intéressant de vous entendre et on se verra probablement le 8 décembre à Rivière-du-Loup. Merci. Ça fait plaisir, Laurent. Plaisir. La Chambre de commerce qui recevra Guy Chevrette, donc, le 8 décembre prochain. Guy Chevrette qui prendra sa retraite en janvier 2011, donc janvier là qui vient. On est au 6 décembre, lundi, sous la neige. On prévoit d'ailleurs beaucoup de neige aujourd'hui. Venteux à travers tout ça. Alors, imaginez-vous, on parle de rafales à 50 km.